que ça vous a plu le passage de Thomas? Ça va la tête? C'était très bien expliqué. Alors c'est le but. Parce que moi je déteste les maths, les chiffres. Si j'avais eu un prof comme ça à l'école, je pense. Dans l'ensemble, ça va? Est-ce que tout le monde a compris? Est-ce que tout le monde a saisi? Est-ce que ça a plu? Ouais. Bon alors génial, c'est le but. Donc, je ne sais pas si je me présente ou pas, je vais me présenter moi-même du coup, je vais présenter les autres intervenants. Donc, moi vous me connaissez à travers la page Facebook ou autre. Certains n'ont peut-être pas vu toutes mes vidéos, donc je vais expliquer très rapidement. J'ai travaillé en gestion de patrimoine, j'ai travaillé 5 ans en gestion de patrimoine, d'abord à mon compte, ensuite en salarié pour un très grand groupe. Et puis au bout d'un moment, j'en avais marre d'être salarié, surtout que ça ne me convenait absolument pas du tout ce que je faisais. Donc j'ai commencé à investir dans l'immobilier. J'ai commencé à Budapest. J'ai acheté 2 appartements là-bas, j'ai fait des petits immeubles de rapport à côté de Montpellier, j'ai acheté un appartement à Nice, 2 pièces transformées en 3, un but d'achat-revente. Et donc à partir du moment où je me dégageais suffisamment de cash flow pour pouvoir arrêter mon activité, soit à peu près 2000 € par mois, et ben j'ai arrêté mon activité. J'ai fait un plaisir de dire à mon patron que je partais. Sauf que ça faisait un moment que j'avais envie de faire de la formation, que j'avais envie de donner des cours en fac, parce que c'est quelque chose qui me plaît et je peux passer des heures chez mes clients, leur donner plein de conseils. Il y en a quelques-uns ici d'ailleurs qui se reconnaissent. Voilà pourquoi me voilà ici. Et j'ai attendu toute la journée ce moment, j'ai même attendu ce moment depuis 2 ou 3 semaines, parce que, comme je vous ai dit, le moment où je prends mon pied, c'est quand je suis là, devant vous, à essayer de vous transmettre un maximum de choses. Donc il y a des fortes chances que je déborde. Et même si vous avez des questions, il y a des fortes chances qu'on fasse plus que 3 quarts d'heure ou 1 heure, mais je m'arrêterai au moment où vous en aurez marre. Moi je peux être là jusqu'à 8h ou 9h, de toute façon c'est pas grave, mon avion est que demain. Voilà. Donc, de quoi je vais vous parler aujourd'hui? Je me suis posé la question quand j'ai fait cette conférence, je me suis dit, qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire de très important que j'ai pas déjà dit, que je donne pas déjà dans ma formation? Parce qu'il y a déjà pas mal de gens ici qui ont déjà fait ma formation. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui m'a permis d'aller aussi vite et d'aller aussi loin dans mes investissements et pouvoir arrêter mon activité malgré que j'avais 25 ans à ce moment-là? Première chose, c'est sûr, c'était mes connaissances. Le métier que j'ai fait, les connaissances que je pouvais avoir dans ce domaine, ça m'a permis d'aller très très vite. Et je me suis dit, c'est quoi le deuxième truc? En fait, je me suis rendu compte que le deuxième truc, c'était ma capacité à pouvoir anticiper. Ma capacité à pouvoir anticiper m'a permis de pouvoir aller très très vite et de faire quelque chose qui aurait peut-être pu prendre 4 ou 5 ans à quelqu'un d'autre, m'a permis de le faire en moins d'1 an. Et donc je me suis dit, c'est ça que je vais essayer de leur donner. Donc aujourd'hui, je vais vous donner un maximum de clés, un maximum de choses pour développer votre capacité, la capacité de votre cerveau à anticiper. Parce que c'est pas inné d'anticiper. C'est pas inné, on l'apprend pas, et d'ailleurs moi, c'était pas du tout inné chez moi d'ailleurs. Donc anticiper, ça m'a permis de passer de 1 à 13 appartements, de 200 à 2000 € par mois de cash flow. Alors cash flow, j'explique s'il y en a qui ne connaissent pas. Cash flow, c'est combien il vous reste par mois dans votre poche une fois que vous avez tout payé, votre crédit, vos taxes, vos impôts, vos charges, en l'espace de 10 mois. Et donc je me suis rendu compte qu'en fait c'était ma capacité d'anticiper, c'est-à-dire à pouvoir penser 1, 2, voire 3 coups en avance. Et ça, comme je vous l'ai dit, c'est pas du tout inné. C'est quelque chose que j'ai appris dans mon activité de gestion de patrimoine, puisque j'étais payé pour penser au pire à la place de mes clients sans arrêt. Donc pendant 5 ans, quand vous êtes programmé à penser à chaque fois à la place de votre client, mon métier c'était quoi? De voir une situation pendant 1 heure et dire, ok, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, moi je sais qu'il va se passer ça dans votre situation. Parce que vous allez avoir des enfants, vous allez vous marier, vous allez peut-être divorcer, vous allez peut-être avoir des biens à transmettre. Donc la décision qu'on va prendre maintenant, elle va avoir une conséquence dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et la conséquence, je la connais. Donc une fois qu'on a toutes les conséquences qu'il peut y avoir, on est à même de se dire quelle va être la meilleure décision à prendre aujourd'hui. Un choix de régime fiscal, un choix de régime matrimonial, donc si vous êtes marié, quel régime on va choisir? Qu'est-ce que je transmets à mes enfants? Qu'est-ce que j'achète? Qu'est-ce que j'achète pas? Et donc ça m'est venu de mon activité de gestion de patrimoine, parce que juste avant j'étais étudiant. On ne peut pas vraiment dire que j'avais une capacité à anticiper quand j'étais étudiant, si ce n'est dans quel bar j'allais boire un verre le soir. Voilà. Ok, il ne marche plus, voilà. Quelqu'un a déjà joué aux échecs ici? Levez la main. Alors, moi ça compte pas vraiment, j'ai fait 1 an d'échecs à 14 ans, donc on ne peut pas vraiment dire que c'est pour ça que j'ai appris à anticiper, mais je compare beaucoup les investissements immobiliers à une partie d'échecs. Pourquoi? Parce que le but aux échecs, c'est d'essayer de penser à la place de l'adversaire. Qu'est-ce que va faire mon adversaire? Si moi je fais ça, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Si lui fait ça, comment je peux réagir? Et donc le but d'essayer de penser 1, 2, voire 3 points en avance. Et dans l'immobilier, quand vous arrivez à faire ça, c'est juste génial. Parce que quand vous arrivez à anticiper, vous pouvez faire des projets en l'espace de 8-10 mois, alors que normalement vous auriez pu les faire en 5 ans.
La plupart des gens achètent un bien immobilier, puis 6 mois, 1 an après, ils se posent la question, ah bah si j'achetais autre chose par exemple. Ils se posent la question, 6 mois, 1 an après, bah, je vais peut-être acheter autre chose. Le temps de penser à qu'est-ce que je vais acheter, de faire les calculs, de faire mon prêt, il s'est passé 2 ans. Alors que si déjà avant l'achat du premier, on pense déjà à l'achat du troisième, ah bah là ça va beaucoup plus vite. Et en plus, on évite de faire des erreurs. Donc aujourd'hui, je vais vous donner un maximum de clés pour penser 2 coups en avance. Non pas 1, mais 2 coups en avance. Et vous allez voir, ça peut totalement changer votre vie, non seulement en tant qu'investisseur, mais si vous êtes entrepreneur, ça va vous apporter énormément de clés aussi également, et même dans la vie de tous les jours. Première chose, qu'est-ce que ça permet d'anticiper? Déjà, c'est un gain de temps. Comme je vous l'ai dit avant, quelqu'un qui va attendre 6 mois, 1 an avant de se préoccuper de son deuxième achat, eh ben, il a perdu 1 an et demi, 2 ans. Si déjà, dès votre premier achat, vous pensez au deuxième ou au troisième, eh ben, 6 mois après, vous n'êtes pas en train de penser à votre projet, vous êtes déjà en train de l'acheter et de signer chez le notaire. Ça a quoi comme conséquence? C'est qu'au lieu d'être rentier en 5 ans, vous allez l'être en 2 ans. Croyez-moi, être rentier 3 ans avant, ça change la vie. Donc, vous voulez l'être le plus rapidement possible. Déjà, premièrement, gain de temps. Forcément, un gain d'argent. Pour plusieurs raisons. La première, si vous gagnez du temps. Forcément, je ne vais pas répéter, le temps c'est de l'argent, vous connaissez tous. Forcément, si vous gagnez du temps, vous gagnez de l'argent. Si vous êtes indépendant financièrement pendant 3 ans plus tôt que ce qui était initialement prévu, à 3 ans fois 2000 € par mois, ça fait un petit peu d'argent aussi. Et la deuxième chose, c'est que ça permet de prendre les bonnes décisions financières. Vous allez le voir, je vais le détailler ensuite, parce que quand on arrive à anticiper, déjà, vous évitez de faire des conneries. Et des conneries, on en fait tous. Combien il y en a qui ont déjà acheté? Au bout du deuxième, troisième achat, j'ai eu plein de questions aujourd'hui là-dessus. Ah, mais je suis bloqué par la banque, je ne peux plus emprunter. Oui, il y a peut-être eu une erreur qui a été faite dès le premier achat. Il faut regarder laquelle. Ah, mais là, je suis dans un régime fiscal, exemple de ce qu'a dit Thomas, je ne peux plus en changer, parce qu'il faut savoir qu'il y a des régimes fiscaux, on ne peut pas changer comme on veut. Je vais l'expliquer ensuite. Ah, mais là, je ne peux plus changer, du coup, je me fais assassiner par les impôts, perte d'argent. Si on prend la mauvaise décision dès le premier bien, on va peut-être pas le sentir au premier bien, mais au deuxième, troisième, on va se retrouver bloqué. Et donc, j'en viens à ça. Troisième point, ne pas être bloqué. Qui, du coup, vous renvoie au gain d'argent et au gain de temps. Parce que si aujourd'hui, vous êtes bloqué et que vous êtes obligé de revendre un bien qui n'était pas prévu, hein, c'était pas prévu de pouvoir le revendre, là, vous perdez du temps et forcément, vous perdez de l'argent. Alors, mon but aujourd'hui, c'est pas de vous transformer en robot. C'est pas du tout le but. Je ne vous dis pas que tout ce que vous allez prévoir se passera exactement comme prévu. Je vous rassure de suite, ça ne se passera pas comme prévu. Ça va changer, vous allez avoir des conneries, des choses qui vont vous arriver qui n'étaient pas prévues, c'est normal. Par contre, si vous tenez une feuille de route, par exemple, je vous raconterai ce que je faisais quand moi je préparais mes investissements. J'étais salarié à ce moment-là. Pour la petite histoire, j'essayais de monter une start-up avant à l'époque, qui était un site internet de gestion de patrimoine. Le but était quasiment le même, donner aux gens qui n'ont pas accès à la gestion de patrimoine, parce que c'est réservé à des gens qui ont beaucoup de pognon, n'importe qui gagne 2000 € par mois pouvait, à travers le site internet, avoir des conseils gratuits, savoir quel type de placement faire. Voilà. C'était le projet à ce moment-là, ça m'a demandé énormément d'argent, donc finalement j'ai fait autre chose. Mais pour l'histoire, voilà, je m'occupais de ça, j'avais mon travail de salarié gestion de patrimoine, et à côté, je devais passer peut-être 4 à 6 heures par semaine à brouillonner des feuilles, pour réfléchir à quelle stratégie j'allais mettre en place pour mes achats immobiliers. Ça prend du temps de le faire. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont passées comme prévu, mais si déjà 30% de ce que vous prévoyez se passe comme prévu, c'est un gain énorme d'argent et c'est un gain énorme de temps. Moi, pour ceux qui me connaissent, qui connaissent les investissements, il y en a eu plein qui ne sont pas passés comme prévu. Il y en a un que je devais diviser, j'ai pas pu le diviser. Il y en a un que je devais le revendre, j'ai pas pu le revendre. Finalement, je l'ai gardé, finalement, j'ai pas fait les travaux. Bref, il y a eu plein de choses qui ne sont pas passées comme prévu. Mais il y a peut-être eu 30 ou 40% des choses qui sont passées comme prévu. Résultat, je l'ai fait en 10 mois. J'aurais peut-être pu le faire en 6. Normalement, en 6 mois, c'était prévu, mais il n'y a rien qui s'est passé comme prévu. Et bien, si déjà 30% se passe comme prévu, vous pouvez le faire en 10 mois ou un an. Alors, comment anticiper? Je vais vous donner des clés très concrètes pour arriver à anticiper. La seule et unique question que vous avez à vous poser, c'est quelles conséquences va avoir mon acte ou va avoir ma décision? Ce que je fais là maintenant, ce que je suis en train de faire, ce bien que je suis en train d'acheter, quelles conséquences ça va avoir dans 1 an, 2 ans, 3 ans, ou sur l'achat de mon prochain bien? Ce régime fiscal que je choisis maintenant, quelles conséquences ça va avoir après? Qu'est-ce que je veux faire ensuite? On me pose souvent la question, et je suis désolé si je ne peux pas y répondre, encore une fois tout à l'heure, si on en parlait de toi ici. Voilà, j'ai ça comme bien, qu'est-ce que je peux faire? Voilà ma situation, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas répondre, parce qu'il me faut tellement d'informations pour pouvoir anticiper ce qui va se passer ensuite. Et donc en 2 mots,
En juste un bien immobilier, je ne peux pas dire si c'est un bon ou un mauvais achat, il faut que je prenne en compte toute une stratégie. Si on se pose cette question, voilà, quelles conséquences ça va avoir, on va se mettre à anticiper, à réfléchir, et on va pouvoir prévoir un tas de choses. Concrètement, vous allez me dire, oui, mais pour que je sache quelles conséquences va avoir ma décision, il faut que j'ai toutes les connaissances. Vous les avez peut-être pas tous, certains ont déjà peut-être plus de connaissances que d'autres, vous les avez peut-être pas tous. Aujourd'hui en 1 heure, c'est impossible de tout vous dire, vous vous en doutez bien, et ceux qui ont fait ma formation, vous n'avez pas d'excuses, vous les avez toutes les informations. Donc vous n'avez pas d'excuses. Aujourd'hui, je ne pourrais pas tout vous donner, mais aujourd'hui, j'ai pris les 4 ou 5 cas sur lesquels les gens perdent le plus d'argent et perdent le plus de temps, ou alors se retrouvent le plus rapidement bloqués. Si déjà, vous appliquez ces 5 cas, vous retenez ces 5 cas, vous allez exploser. Vous allez vous retrouver dans les 2-3% des meilleurs investisseurs. Et vous pouvez faire 2 à 3 fois plus de projets, vous vous retrouverez beaucoup moins bloqués. Première question. Pensez au 2e ou 3e bien avant l'achat du premier. Pourquoi? Comme je vous l'ai dit, si j'achète mon premier bien et que je choisis un régime fiscal, imaginons, j'achète un bien avec travaux. J'achète un bien avec travaux, je choisis un régime fiscal. Thomas nous a conseillé un régime fiscal, très bien, je le choisis, super. Je n'ai pas anticipé le 2e ou 3e bien que j'allais acheter. 2e, 3e bien, j'achète un bien qui est sans travaux. Le régime fiscal que j'ai choisi pour mon premier bien n'est plus optimal pour le 2e, et donc en fait, j'ai mal choisi le régime dès le début. Si j'avais anticipé que mon 2e ou 3e bien allait être de telle ou telle manière, j'aurais pu dès le début choisir un bon régime fiscal. Je vais rentrer dans le détail, je vais prendre des cas très concrets, vous allez voir. Je prends un exemple. L'apport à la banque. On a parlé avec Pierre ce matin de l'apport. La plupart des banques, si vous avez de l'épargne devant vous, elle va vous demander un apport. Le but de la banque, c'est de vous prendre le maximum d'apport et de vous prêter sur la durée la plus courte possible. C'est le cas du banquier général. Sauf Pierre qui lui sort un peu du cadre, ce que j'aime bien. Mais de manière générale, c'est ce qu'on va vous demander. Imaginons, vous faites un projet, vous avez, je sais pas, faites un projet à 100 000 € et vous avez 15 000 € de côté. 20 000. La banque vous dit, ok, moi je vous prête, mais vous me donnez un apport de 15% et je vous prête sur 15 ans. Ok, très bien, il n'y a pas de problème. Vous mettez votre apport. La question à se poser, quelles conséquences ça va avoir de mettre 15% d'apport? Vous ne le savez peut-être pas aujourd'hui, mais je vais vous le donner. La conséquence, c'est que, ok, votre banquier va peut-être vous faire un bon taux. Vous vous dites, le taux est super, il me prête, je ne vais pas me casser la tête à faire d'autres banques, ça prend du temps, c'est un peu chiant. Je fais mon prêt et puis ça se passe bien. Vous faites un 2e achat dans 6 mois ou dans un an ou un 3e. Monsieur, 15% d'apport. Ah ouais, mais j'ai plus mon apport, je l'ai mis dans le premier. On peut se poser la question à ce moment-là, est-ce que j'ai réellement besoin dans ce projet de mettre 15%? Sachant que c'est le premier projet qu'on peut négocier plus facilement. On peut se dire à ce moment-là, on peut anticiper, on peut se dire, ok, si je ne mets pas mes 15% maintenant, mais que je les garde à un moment où la banque aura réellement besoin de ces 15%. Parce qu'en fait, peut-être que là, il peut me prêter si je mets que 7. Peut-être qu'il peut me prêter à 110%. Mais si je ne pose pas la question, je mets mes 15%, peut-être que dans 1 ou 2 achats, je vais réellement avoir besoin de ces 15%, et là, je vais me retrouver bloqué parce que je ne les ai pas. Donc à ce moment-là, posez déjà la question, non, moi je veux 110%. Pourquoi? Mon apport, je le garde de côté en cas de trésorerie, si j'ai un pépin avec mes immeubles ou avec mes appartements, je peux payer. Expliquez à la banque, il faut lui raconter une histoire, pas je ne veux pas mettre d'apport juste pour ça, je ne veux pas mettre d'apport parce que je préfère me sentir en sécurité avec de l'argent de côté. La banque, elle peut comprendre. Ok, on vous prête à 110. Dans 2-3 achats, vous aurez plus de crédit, la banque va être de plus en plus frileuse. Au bout d'un moment, l'apport va être obligatoire. Eh bien, il vaut mieux se garder cet apport à un moment où on n'a pas d'autre choix. Alors qu'au début, on l'aurait peut-être eu. Première question anticipée, l'apport, est-ce que je peux faire autrement? Parce qu'il y en a plein qui se retrouvent bloqués à cause de ça. Deuxième choix, la relation avec la banque. On l'a vu avec Pierre, c'est super important, la relation avec le banquier. Moi je vous l'ai dit, Pierre m'a prêté parce qu'on a eu une très bonne relation dès le début. Le projet était bon, mais on a eu aussi une très bonne relation. Imaginons que vous êtes au Crédit Agricole. J'en cite pas, mais on va dire Crédit Agricole. La banque postale, ça marche, c'est exactement la même chose. Vous êtes au Crédit Agricole, vous avez un projet locatif. C'est un super projet, votre banquier vous le connaissez, il est sympa, tout se passe bien. Il vous finance votre projet. Bien. Au bout d'1 ou 2 projets, vous allez créer une relation avec le banquier. Il va vous connaître, il va vous faire confiance, parce que ça fait 1 ou 2 projets que vous faites avec lui, il sait comment vous gérez, il sait qu'il peut vous faire confiance. Au bout du 3e ou 4e projet, par exemple, un jour votre banquier va vous dire, maintenant, monsieur, on ne peut plus vous prêter. Ah bon, pourquoi vous ne pouvez plus le prêter? Maintenant, parce que regardez, là, avec le calcul de votre endettement, on ne peut plus. À savoir qu'il y a des banques qui ne pratiquent pas les mêmes méthodes de calcul de vos loyers. Je ne peux pas rentrer dans le détail, on n'a pas le temps, mais il y a des banques qui pratiquent des méthodes de calcul pour intégrer vos loyers à vos revenus, d'une certaine manière,
Et il y en a qui le calculent d'une autre manière. Il y a une manière qui est intéressante pour vous, une qui ne l'est pas. Je vais vous donner les banques qui sont intéressantes pour vous. Comme ça, vous gagnez directement du temps. Donc si vous avez emprunté avec le Crédit Agricole, vous avez 2 prêts chez eux, vous avez fait 2 biens. 3e bien, il ne veut plus vous financer. Vous apprenez à ce moment-là qu'il y a une méthode de calcul qui est différente. Ah mince, Crédit Agricole, c'est pas bon pour moi. Bon, je vais voir la caisse d'épargne Pierre Coutouli. Le problème en allant voir la caisse d'épargne, peut-être qu'il va vous financer. Mais vous aurez beaucoup moins de chances de vous faire financer par lui à ce moment-là que ce que vous auriez eu de chance au tout début, lors de votre premier investissement. Pourquoi? Parce que maintenant, vous êtes une situation où vous n'avez peut-être plus trop d'apport, et vous avez des crédits immobiliers. Alors oui, vous avez des biens, vous avez peut-être des biens rentables, mais vous avez des crédits immobiliers. Pour la banque, vous n'êtes pas un bon profil, vous n'êtes pas séduisant, vous n'êtes pas sexy pour la banque à ce moment-là. Par contre, quand vous arrivez au tout début, vous n'avez pas de crédit, vous êtes tout joyeux, vous avez un apport, pas de crédit, lui il me plaît bien. Je ne mets pas d'assurance sur le dos, je vais lui faire plein de placements. Après vous arrivez, vous n'avez plus d'argent, vous avez des crédits. Ah mais là monsieur, c'est moyen pour nous. Sur quoi on peut gagner de l'argent? Il n'y a plus rien à gagner de l'argent. Déjà le Crédit Agricole c'est servi avant. Alors que si vous avez créé la relation de suite avec la bonne banque dès le départ, 3e projet, vous n'êtes pas bloqué, vous avez la bonne méthode de calcul. Alors allez, imaginons la méthode que j'appelle méthode nulle. Ça vous allez la retenir. Méthode Crédit Agricole, banque postale. Elle est bien la banque postale, enfin elle est bien. Elle est bien pour les taux. D'ailleurs il l'a dit, ils font des taux super bas. Et il y a encore un an, ils faisaient des taux super bas quand j'ai voulu le faire. Sauf que quand j'ai voulu emprunter pour ma résidence principale, je vous explique la situation. Oui bonjour, alors j'ai 2 biens à Budapest. C'est où Budapest? Ok. J'ai 2 biens à Budapest, j'ai un immeuble qui est en pleine division, je suis en train de revendre 2 appartements, j'en garde 2 en location, il y a 2 appartements qui sont compromis, tenez, voyez les compromis, et je veux acheter une résidence principale. C'est trop compliqué, on fait pas. Monsieur Coutouli, ok très bien, on finance. Voilà. Alors la méthode nulle, non pas ça, méthode nulle, elle va prendre 70% de vos loyers, qu'elle va réintégrer à votre revenu professionnel. Imaginons que vous gagnez 1005, je prends un exemple, imaginons qu'on ait 1000 de loyer. Elle va intégrer 70% de vos 1000, c'est-à-dire qu'au lieu de gagner 1005, maintenant vous gagnez 2002. Ok, jusque-là. Imaginons que pour 1000, vous avez un crédit à 500. Je vais écrire crédit, désolé, j'écris très mal. Crédit 500 € par mois. Avec cette méthode, la banque, qu'est-ce qu'elle va se dire? Elle va se dire, ok, vous gagnez 1005. Pour vous prêter 100 000, je vais prendre 70% de vos revenus locatifs, que j'intègre à votre revenu à vous. Vous gagnez maintenant 2002. 2002, je vais les diviser par 3 pour avoir votre capacité d'emprunt, parce que vous savez qu'on ne peut pas dépasser un tiers de ce qu'on gagne, théoriquement, hein. Ça peut, voilà. Théoriquement, donc, un tiers de 2002, si quelqu'un a une bonne calculette, de faire dans les 670, 680. 700 Ah oui, pardon, 730. Je suis fatigué. Donc, ça fait 730 €. Donc, ok, votre capacité d'emprunt maximum, elle est 730. On vous prête 500, ok. Le 2e bien, il refait la même chose, il ne peut plus vous prêter. Parce qu'en faisant cette méthode, 2e bien, imaginons, il va arriver à 900 le maximum, et vous soyez à 1000 ou 1100 de crédit. La banque, elle va réagir différemment. Imaginez que vous êtes dans cette situation, donc vous gagnez 1005, vous avez 500 € de crédit, et vous encaissez donc 1000 € de loyer. La banque, ce qu'elle va faire là, c'est qu'elle va se dire, ok, vous avez une opération à 500 € de crédit, 1000 € de loyer. Vos 1000 € de loyer, je vais prendre 70%. C'est toujours pareil. 70% de 1000. Ce qui nous donne donc 700 €. Et là, je vais faire ce qu'on appelle la méthode du différentiel. Ça s'appelle comme ça, cette méthode. Donc, demandez à votre banque, est-ce que vous pratiquez le différentiel? Déjà, vous lui montrez que vous connaissez un petit peu. Il vous racontera moins de conneries. 700 €. Et là, la banque, au lieu de réintégrer 700 € à votre revenu professionnel et dire que vous gagnez 2002, la banque, elle va se dire, elle va regarder l'opération en elle-même. Elle va se dire, ok, vous avez 700 € de loyer, donc, retenu, 500 € de crédit, 700 moins 500, il vous reste 200 € de delta positif. Ces 200 €, je les réintègre à vos 1500 € de salaire. Vous ne gagnez plus maintenant 1500, vous gagnez 1700 aux yeux de la banque. Mais 1700, le crédit déjà enlevé. Alors que l'autre, on gagnait 2002, mais le crédit restant à déduire. Donc là, je vous donne une idée. Hein. Quand je discutais avec M. Coutouli, quand j'ai emprunté mon 2e immeuble avec lui, je lui ai dit que mon but, effectivement, c'était d'en racheter encore et encore, sauf que je n'avais pas prévu à ce moment-là que j'allais arrêter si vite mon activité. Il m'a dit, bah, vous revenez dans 4-6 mois avec le même projet, on finance à 110%, sans problème. En gros, je vous donne une idée. Je gardais 2 ans mon CDI, je pouvais racheter un immeuble à 1000 € de cash flow par mois, tous les 4-6 mois.
Donc pendant après 2 ans, au lieu de m'arrêter à 2000, je me serais arrêté à 4 ou 5 000. Sauf que l'envie de créer une formation et d'arrêter mon job était plus forte que de gagner 4 ou 5 000 euros. C'est pour ça que je l'ai fait, mais en connaissance de cause, en me sacrifiant de projets que je peux faire. Avec la bonne méthode. Si j'allais voir le Crédit Agricole, c'était mort. Ok? Donc je vous laisse noter, c'est pas forcément important de comprendre, si c'est important de le comprendre, mais c'est pas forcément important de le retenir. Ce qui est important, c'est de savoir quel type de banque, allez voir directement les bonnes banques. Ne prenez pas la tête à voir les banques qui vont vous faire perdre du temps, parce que ça va vous faire perdre énormément de temps, énormément d'argent. Vous avez noté ça? Là, la banque va considérer qu'on a 1 700 euros de revenus, mais aucun emprunt. En fait. Exactement, parce que l'emprunt est déduit. On repart à zéro, oui. À 33% de 1 700. Parce que là, j'ai pris un cas, vous achetez un bien à 100 000, vous avez 500 euros de crédit, vous avez 1 000 euros de loyer. 1 000 euros de loyer sur un bien à 100 000, ça fait 12% de rentabilité. Ça se trouve pas tous les jours déjà. Dans le cas commun, la moyenne des gens, si vous achetez à Nice, à Paris, dans des grandes villes, et que vous avez 4 ou 5% de rentabilité, qu'est-ce qui va se passer? 500 euros de crédit, 500 euros de loyer, ou 400 euros de crédit, 500 euros de loyer. Une fois pris 70% des loyers, vous êtes en négatif. Opération négative, ah non, ce monsieur ne sait pas investir, je ne le reprête plus. Voilà pourquoi, si vous achetez avec des rentabilités, je vais dire faibles, mais non, en moyenne, en fin de compte, 4, 5, 6, 7%, au bout de 2, 3, 4 achats, vous allez vous retrouver bloqué. Parce que votre cash flow n'est pas suffisamment important pour couvrir votre crédit. Au bout d'un moment, la banque, elle se dit quoi? Vous achetez des biens, vous perdez de l'argent dessus. Vous en gagnez sur le long terme, mais vous en perdez au moment T. Moi, au bout de 2, 3 biens, je m'arrête, parce qu'après, vous ne pouvez plus payer. Par contre, si vous avez des biens à 12, 13, 14, 15% de rentabilité, même en prenant 70%, il reste largement assez pour déduire le crédit et même augmenter votre capacité d'emprunt. Quand j'ai découvert ça et que j'en ai parlé avec la banque, je lui ai dit en gros ce que vous êtes en train de me dire, c'est que plus je vais acheter d'immeubles avec vous, plus ma capacité d'emprunt va grossir. Elle m'a dit c'est ça. Donc en fait, en faisant cette méthode de calcul, plus acheter des biens super rentables, et ben à chaque fois que vous achetez, vous pouvez acheter de plus en plus gros. Il va arriver un moment où ils vont être frileux. Le moment où ils vont être frileux, vous gagnerez déjà 4, 5 ou 6 000 euros par mois de cash flow. On peut s'arrêter à ce moment-là. Ça dépend de vos envies, mais on peut déjà s'arrêter. C'est clair pour tout le monde? Lorsque vous choisissez un régime fiscal, donc tout à l'heure Thomas l'a très bien expliqué, vous avez d'un côté le meublé, d'un côté le non meublé. Dans le meublé, vous avez le choix micro réel. Dans le non meublé, micro réel. Donc micro, j'ai un abattement, je déduis rien, je m'occupe de rien. C'est un abattement de l'office. L'autre partie, c'est réel, c'est-à-dire que je vais calculer tous mes frais pour déduire un maximum mon revenu imposable et donc payer le minimum d'impôts. Il faut savoir qu'il y a des régimes fiscaux, quand vous les choisissez au départ, vous ne pouvez plus en changer. Sauf les contraintes. Il faut savoir qu'il y a des régimes fiscaux, quand vous les choisissez, vous ne pouvez pas revendre à un certain moment. Sauf certains paiements. Il faut savoir qu'il y a des régimes fiscaux, il faut les louer pendant un certain moment. Il faut savoir qu'il y a des régimes fiscaux où, si par exemple vous louez tout en meublé, eh ben, vous ne pouvez pas faire certains en réel, certains en micro. C'est ou tout en micro, ou tout en réel. Donc je me replonge maintenant dans le fait d'anticiper. Si j'achète un premier bien, ma question à me poser, ok, si j'achète un bien, imaginons un studio que je vais faire en meublé, je ne mets pas de travaux dedans. Pas de travaux, en général, l'intéressant c'est de faire du micro. Il n'y a pas beaucoup de choses à déduire. Je fais du micro, j'ai un 50% d'abattement sur mon impôt, sur mon revenu imposable, je m'occupe de rien. Par contre, dans ma stratégie, j'ai peut-être pas fait gaffe que le deuxième ou troisième achat, il y allait avoir de gros travaux. Parce que le premier, peut-être, je me suis dit, c'est mon premier, j'achète sans travaux parce que ça me fait peur. Par contre, les suivants, j'ai bien compris que je veux faire des bonnes affaires, donc acheter avec travaux pour apporter de la plus-value. Si j'ai pas pensé à ça avant, qu'est-ce qui va se passer? Je vais choisir mon premier bien, je vais le mettre en micro par exemple. Puis le deuxième bien, je vais dire, bah ok, je vais le mettre en micro aussi, avec les travaux. Peut-être qu'à ce moment-là, j'aurais dû me mettre en LMNP, LMNP, excusez-moi, c'est le régime réel du meublé. Le régime réel. Peut-être qu'à ce moment-là, en fait, il aurait mieux valu pour moi me mettre en LMNP dès le départ. J'aurais gagné plus d'argent et plus de temps. Vous m'avez saisi ou pas? L'idée, c'est juste de se poser la question, est-ce qu'à un moment, la conséquence, la décision que je vais avoir maintenant ne va pas me bloquer à un moment ou à un autre? Donc, je vous prends l'exemple, le régime fiscal est mon point de non-retour. Je ne peux pas faire tous les régimes fiscaux parce qu'il y en a des tas et sinon après ça va me prendre la tête. Je vais prendre un truc simple, le déficit foncier. J'en parlais tout à l'heure avec quelqu'un dans la salle. Défi, ils ont cassé. Déficit foncier. Si vous ne connaissez pas le déficit foncier, ça se fait en non meublé. L'avantage de ce régime, ce qui est absolument génial, c'est qu'on peut non seulement, comme son nom l'indique, déficit, c'est-à-dire créer un trou, on peut annuler complètement nos loyers, donc ne plus payer d'impôts sur nos loyers, mais en plus on peut réduire notre salaire imposable, et donc payer moins d'impôts sur notre salaire à nous. C'est un peu les Caraïbes, mais version légale, c'est génial. Par contre, ça a des contraintes, et les contraintes on ne les connaît pas toujours. La contrainte c'est quoi? Imaginons que je me dis je fais du déficit foncier. J'achète un premier bien avec beaucoup de travaux. Je fais du déficit. Par contre, je n'ai pas anticipé que ce bien, dans 3 ans, j'allais le revendre.
Pourquoi, j'en sais rien, ça c'est vos raisons propres à vous. Mais si vous vous posez des fois les bonnes questions, est-ce que mon bien je veux le garder 10 ans, 15 ans ou 20 ans? Imaginons que je veuille le garder 5 ans ce bien. Au bout de 5 ans, avec le déficit foncier, je peux revendre, ça peut être plutôt intéressant. Par contre, si j'avais anticipé de le revendre au bout de 2 ans, au bout de 2 ans, le déficit foncier, je ne peux pas le revendre. Ou alors je vais payer une grosse taxe. Pourquoi? Parce que dans le déficit foncier, vous vous engagez à louer pendant une certaine durée. 5 ans si j'ai une bonne mémoire. Si vous n'avez pas anticipé qu'au bout de 2 ans, vous allez le revendre pour X raison, vous faites du déficit foncier, au final, vous allez vous retrouver à payer une grosse taxe dessus, parce que vous n'avez pas anticipé la revente au bout de 2 ans. Un autre point. Vous n'anticipez pas la revente au bout de 5-6 ans, par exemple. Vous faites du déficit foncier, vous passez vos travaux dedans, sauf que l'inconvénient, et ça très peu de gens le savent, vous devez l'apprendre, en faisant le déficit foncier, donc en passant mes travaux, en déduisant mes travaux de mes loyers au départ, l'inconvénient, c'est que je ne peux plus les déduire de ma taxe sur la plus-value à la fin. Ah putain, exactement. Ils sont malins, hein. Je ne peux pas prendre de tous les côtés. Donc si tu veux, si tu n'as pas calculé que tu allais faire une revente rapide, au bout de 5 ans, qu'est-ce qui se passe? Tu payes 34,5% sur ta plus-value de taxes. Au bout de 10-15 ans, tu as déjà eu un abattement plus gros, parce que de 5 ans jusqu'à 22 ans, tu as un abattement constant. En fait, ta taxe se réduit de plus en plus jusqu'à complètement s'éteindre au bout de 30 ans. Si tu n'as pas prévu une revente au bout de 5 ans, tu vas te prendre de plein fouet la taxe sur la plus-value. Et donc, suivant l'impôt que tu as gagné grâce au déficit foncier sur tes loyers, je ne sais pas si vous me suivez, vous allez gagner de l'impôt sur vos loyers grâce au déficit foncier. L'impôt que vous allez gagner, il y a de fortes chances qu'il soit moins élevé que l'impôt en plus que vous allez payer à la sortie en taxe sur la plus-value. C'est bien le déficit foncier, mais ça dépend dans quel cas. Parce que si vous n'avez pas anticipé ça, ouais génial, je fais du déficit foncier pendant 4 ans, je gagne en impôt, super. Suivant ta tranche fiscale et combien de temps tu vas le garder, et ben en fait, s'il faut, tu as gagné 30 000 € d'impôt là, mais tu en as payé 40 000 à la sortie. Peut-être que tu t'en es en plus même pas rendu compte. Ça, c'est encore le mieux de l'État. Il le fait, mais personne n'a rien vu. Donc voilà, ça c'est une question super importante à se poser. Est-ce que je vais revendre? Est-ce que je vais garder? Voilà pourquoi quand on me pose des questions, qu'on me dit dans ma situation, qu'est-ce que tu ferais? Je suis encore une fois désolé, je reçois des trentaines de messages sur Facebook toute la journée, des gens qui me disent voilà, j'ai acheté un appartement, c'est ça, qu'est-ce que je dois faire? J'aimerais vraiment vous répondre. Mais il y a tellement de paramètres à prendre en compte. Si je ne sais pas votre situation, ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous allez faire après, vos projets, le régime fiscal, à 100% je vais vous dire une connerie. Donc retenez déjà ça, j'ai pris l'exemple du déficit foncier, mais ça marche encore pour plein d'autres régimes. Je peux choisir un régime fiscal au départ, par exemple le LMNP, et puis après me rendre compte qu'au final, suivant ma stratégie, c'est plus intéressant. Une fois que vous êtes dans le LMNP, vous ne pouvez plus en sortir. Vous êtes dedans. Vous pouvez en sortir, mais ça va vous coûter de l'argent. Et si vous voulez, les biens que vous allez acheter ensuite, vous êtes obligé de les mettre en LMNP. Vous ne pouvez pas faire du LMNP et du micro. En gros, si vous faites du meublé, soit vous faites tout micro, soit vous faites tout LMNP. Vous ne pouvez pas faire l'un oui, l'autre non, l'un oui. C'est tout dans un groupe, soit tout dans l'autre. Donc, ça vient s'inscrire dans une stratégie globale. Donc c'est pour ça que quand vous achetez un appartement, il faut penser à ça. Alors, imaginons que vous voulez faire un achat-revente. Vous dites, voilà, le premier achat, comme Caroline qu'on a vu ce matin, je vais faire un achat, le retaper, ou faire une division, et je veux le revendre. On le sait, ou si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, en résidence principale, vous ne payez pas de taxes sur votre plus-value. Vous pouvez faire une plus-value, vous ne payez pas de taxes. Très bien. Sauf que, et Caroline l'a dit, au bout d'un moment, quand vous faites trop de résidence principale, l'État n'est pas fou, il vous requalifie marchand de biens. Ou il vous fait payer la taxe sur la plus-value que vous auriez dû normalement payer. Donc, si vous dites, ok, je fais un achat, je fais une résidence principale, je ne paye pas d'impôt. Je la garde 9 mois, 1 an, je la revends, j'en fais une deuxième. Tous les coups, au bout de la deuxième, troisième, ils vous diront peut-être rien, mais ils vous ont à l'œil. Et à la quatrième, cinquième, ça va ressortir. Ils vous laissent, ils attendent. Ils attendent que vous en fassiez un maximum, puis au bout d'un moment, ah là c'est bon, là c'est le bon moment, il y a suffisamment d'argent, on le chope à ce moment-là. Donc faites attention. Donc là, imaginez, vous dites, voilà, je fais une résidence principale, donc une RP, je fais ma plus-value, j'en fais une deuxième, troisième, bim, requalification. Comment je peux faire? Je vous donne une astuce. Si vous anticipez que premier, deuxième achat, vous voulez faire un achat-revente, parce que, encore une fois, pour les raisons qui vous sont propres à vous, vous voulez acheter et revendre pour générer une plus-value et faire absolument ce que vous avez envie avec. Mais vous avez déterminé que vous voulez faire un achat-revente. Voilà, moi je veux faire 2 achats-revente. Premier achat, au lieu d'aller acheter une résidence principale, et là je vais vous surprendre, vous allez acheter une résidence secondaire. Ah, mais on paye une plus-value normalement sur la résidence secondaire. Oui, sauf dans certains cas. Vous allez acheter une résidence secondaire ou une résidence locative, bref, une résidence dans laquelle vous ne vivez pas. Vous achetez votre résidence locative, vous la mettez en location le temps que vous voulez, 3 mois, 6 mois, 1 an, le temps que vous voulez. Vous la revendez,
Et la plus-value que vous allez dégager de cette résidence secondaire, vous allez entièrement la réinvestir dans l'achat d'une résidence principale. En faisant ce procédé, vous allez totalement vous exonérer de la taxe sur la plus-value que vous auriez normalement payée sur votre résidence locative. Donc si vous faites 30 000 € de plus-value là-dessus, au lieu de payer 10 000 €, bah, vous venez de payer rien du tout. Et sans alarmer le fisc, puisque ce n'est pas une résidence principale. Pour ça, il faut acheter sa RP avant de vendre la résidence. Au contraire. Alors, je vous donne les conditions de cela, notez-le. L'article de loi. Il ne faut pas avoir été propriétaire de sa résidence principale les 4 dernières années. Si vous l'êtes déjà, c'est râpé, vous le ferez dans 4 ans. Vendez maintenant et vous le faites dans 4 ans. Il ne faut pas avoir été propriétaire de sa résidence principale les 4 dernières années. Ensuite, vous avez 2 ans pour réinvestir votre plus-value dans une résidence principale. Ça laisse quand même suffisamment de temps. 2 ans pour le réinvestir. 2 ans pour la réinvestir dans la résidence principale. Donc là, ce qui va se passer, c'est que vous vendez une résidence locative. Sachez que quand vous allez chez le notaire, lors de la vente, il est possible qu'il vous pose la question pourquoi est-ce que vous vendez. Peut-être pas le premier bien, mais si vous vendez 2 biens en 6 mois, 1 an, monsieur, on a vu que vous avez vendu un bien à 6 mois, pourquoi vous vendez? Il faut qu'il y ait une histoire aussi. Je prends l'exemple d'un marchand de biens, je sais plus où j'avais entendu ça, j'avais rencontré un marchand de biens, qui avait dit qu'il avait acheté une résidence principale, il avait vendu une immédiatement, et il avait racheté une autre qu'il avait vendue immédiatement. Sachant qu'il était aussi marchand de biens, il avait une société de marchand de biens. Autant vous dire que l'État, il a des yeux comme ça sur vous, il ne vous lâche pas. Quelle a été l'explication? Premier bien, j'ai emménagé avec ma femme, on s'est séparés, j'ai vendu, on s'est remis ensemble, on a réessayé, j'ai racheté. C'était des conneries, hein, mais... Non, qu'on soit bien clair. Et du coup, on s'est reséparés, du coup j'ai revendu. C'est passé, je sais pas combien de temps, j'en sais rien. Mais... Je vous dis pas de raconter des histoires comme ça, je vous dis juste que si vous achetez une résidence secondaire, admettons 6 mois, 1 an, vous revendez pour acheter votre résidence principale. Normalement, l'État, sauf si vous en avez déjà fait 1 ou 2 ou 3 derrière, l'État, il ne vous dira rien, il n'y aura aucune requalification. Mais admettons, le notaire vous pose la question, bah, c'est simple, j'ai acheté une résidence locative, au bout de 8 mois, 1 an, je me suis rendu compte que je voulais acheter ma résidence principale. Ma banque m'a dit que pour l'emprunt, c'était mieux de la vendre parce que ma capacité d'emprunt était moyenne. C'est tout à fait plausible. Du coup, je vends, j'achète ma RP. Ok, monsieur, il n'y a pas de problème. En fait, ce que vous venez juste de faire, c'est d'acheter 2 biens. La RP, vous allez la revendre. Vous venez de vendre 2 biens sans alarmer le fisc et sans payer de taxe sur la plus-value. C'est clair pour tout ça? Tout le monde a retenu, dites-moi hein, si c'est pas clair, j'essaie d'aller très calmement. En gros, le but d'anticiper encore une fois, c'est que là, plutôt que soit d'acheter une résidence locative, de la revendre, par exemple, vous pouvez acheter une résidence locative, la revendre pour acheter votre RP et faire un achat-revente, mais si vous ne savez pas ça, la plus-value, vous allez la payer. Parce que croyez-moi que ce n'est pas le notaire qui va penser à votre place, c'est pas le fils qui va vous appeler, excusez-moi, vous avez versé 10 000 € en trop, c'est possible de vous les revendre? Ils ne vont pas vous dire ça. Donc, si vous ne le dites pas au notaire et que vous ne le précisez pas, jamais de la vie, ils vont vous le dire. Donc anticipez-le dès le premier achat, si vous voulez faire un achat-revente. Si vous savez que le deuxième c'est un achat-revente, pensez à ça. Et là déjà, vous anticipez, vous gagnez pas mal d'argent. Une petite question sur les propriétaires Oui. de notre résidence principale. Oui. C'est juste une question au niveau des impôts. On va s'enlever de la résidence principale, Oui. la déclaration. On va aller dans un autre bien, un appartement. Oui. Dans ce cas-là, on attend 4 ans, on met la maison en location, on en vend. Là tu peux. Si tu n'as pas été 4 ans, après 4 ans, tu peux la vendre, qui était ta résidence principale en fait avant. Maintenant c'est devenu une résidence locative. Tu le fais 4 ans, tu vends, tu rachètes ta résidence principale, tu la revends, c'est bon. Plus tu as gardé 4 ans en location, l'État ça la rend pas. Tu as le droit de garder 4 ans bien et le revendre pour X raison. C'est pas comme si tu achetais ça en 6 mois. 6 mois un peu plus. Si c'était premier, ça va. T'es premier, t'es un peu jeune, tu te dis bah, j'achète. En fait j'ai fait une connerie, je revends, c'est pas si rentable, ça va. Mais là, en plus, tu laisses 4 ans, il n'y a aucun souci. Oui. Comment ça se passe si tu achètes plusieurs appartements, tu veux en faire un en location et un en résidence principale? Si tu achètes plusieurs appartements et que tu veux dire quoi par rapport à ce point? Oui. Bah, si tu as ta résidence principale, tu veux dire si tu achètes en même temps les deux? Ouais. Si tu achètes en même temps les deux, non, c'est mort. Tu es propriétaire de ta résidence principale. En fait, il faut que la vente de la résidence locative, l'État, il fait ça pourquoi? Parce qu'il veut une France propriétaire. Il veut une France qui soit propriétaire de son logement. Donc il se dit, si vous avez une résidence locative, pour vous inciter à la vendre, je mets une croix sur la taxe sur la plus-value. Comme ça, vous achetez votre RP et moi, dans mes taux de France propriétaire, c'est mieux. Donc si tu as déjà ta résidence principale, c'est pas la vente de ta résidence locative qui va financer le principal, donc ça compte pas. Donc là, non, par contre. Répétez combien de fois ce processus?
J'ai envie de te dire tous les 4 ans, mais peut-être que si tu le fais 10 fois, il va se passer un certain nombre d'années quand même. Donc là, par exemple, toi, tu as ta résidence principale là. Tu as ta résidence principale. Donc, tu me dis, tu la vends, tu payes pas de taxes. Tu achètes du locatif, tu te mets toi en location. Voilà. Tu le gardes pendant 4 ans. Ouais. Au bout de 4 ans, tu revends ton locatif, tu rachètes une résidence principale que tu revends à nouveau. Voilà. Il n'y a pas de souci, c'est bon. Ouais, c'est bon, tu es totalement dedans. Tu peux même refaire ça 4 ans après. Une revente tous les 4 ans, ça va pas poser problème. Mais on peut très bien faire ça tous les 4-5 ans. Tous les 4-5 ans, on peut ne jamais donner une seule taxe de plus-value à l'État, c'est quand même magnifique. Et avoir vendu 15 biens au cours de sa vie. Et si on ne le sait pas, on va filer 100, 150, 200 000 euros au cours de sa vie des investisseurs. Ok? À partir de quel moment une résidence principale est requalifiée résidence principale au niveau des impôts? Quand on récupère un bien? Je crois que c'est une taxe foncière, mais je suis pas sûr. Donc, Et c'est très flou, ça, même ça sur les... Je sais même pas s'il y a un texte de loi précis. Par exemple, pour la requalification en tant que marchand de biens, il n'y a pas un nombre d'opérations à ne pas faire dans l'année. Il n'y a rien de précis. On dit juste que si l'opération est répétée à but de faire du bénéfice, vous passez en marchand de biens. Ouais, mais quand est-ce qu'on justifie que c'est à but de bénéfice? C'est un peu... Moi, je pense qu'une année, c'est bien. Si tu fais moins d'une année, tu risques d'attirer un peu l'attention. Ouais, donc dans mon cas, j'arrête une résidence locative, je la récupère en résidence principale et je la vends. Si tu la vends en tant que résidence principale, tu ne paieras pas de plus-value. Ouais, mais au niveau des impôts, comment ils voient qu'elle repasse en résidence principale? Ah, 6 mois. Moi, je serais toi, tu vas le voir. Tu vas dire, voilà, j'ai acheté une résidence principale, j'étais un peu en galère financièrement. Voilà, je l'ai mis en location 6 mois, 1 an pour me refaire. Puis là, je retourne en résidence principale. Là, il n'y a pas de problème. On peut même te faire un papier, comme quoi tu l'as dit. Mais par contre, si tu le remets en résidence principale pour le revendre 2 mois après, on va se dire, en gros, il avait juste un investissement locatif, il s'est remis en résidence principale 3 mois pour le revendre. Ça marche pas. Maintenant, si tu vas aux impôts, explique-leur. La situation, comme tout, hein, ça s'explique. C'est pas une résidence locative que tu as depuis 20 ans, que tu veux vendre en te disant bah, je vais mettre 3 mois dedans en résidence principale et puis ça va passer. Non, toi tu étais d'abord propriétaire de ta résidence principale, tu l'as mis ensuite en locatif, 6 mois, 1 an pour te refaire, et ensuite tu es retourné dedans. Donc c'est encore différent, mais il faut aller l'expliquer. Sinon, voilà. Je passe à l'autre point, sinon on n'aura jamais le temps. Je vous prends un exemple personnel sur ma fiscalité, parce que ça m'a permis d'anticiper. Je vais vous prendre même 2 cas. Premier point, j'ai acheté un premier immeuble à côté de Montpellier, achat 69 000 €, à peu près 50 000 € de travaux dedans. Donc j'allais le mettre en meublé, il est en meublé d'ailleurs actuellement. Et donc la question était de savoir le régime fiscal. Moi il n'y a pas de problème, je le mettais en LMNP. Donc, le LMNP c'est le régime réel du meublé. Je déduis tous mes frais. Une fois déduit tous mes frais, je ne payais pas d'impôt pendant 15 ans. Donc jusque là, pas de problème. Mon but c'était d'acheter que des immeubles avec travaux. Donc j'ai cherché un deuxième immeuble avec travaux. Sauf qu'à un moment, comme rien ne se passe comme prévu, j'ai eu une très bonne affaire sur un immeuble qui était entièrement refait, avec tous les locataires à l'intérieur, avec une rentabilité quasiment équivalente au mien que j'avais acheté, sur lequel j'avais eu que des merdes, c'était long et j'ai eu des travaux. Donc c'était quand même une super bonne affaire. Je l'ai prise, et j'en discutais avec Thomas, mon comptable, puisque c'est lui qui devait s'occuper de la comptabilité de mon LMNP, il faut une comptabilité pour ce régime-là, le régime doublé. J'en discute avec lui, on fait les papiers pour le LMNP, donc ok, je mets mes 10 appartements LMNP, tout se passe très bien. J'ai pas recalculé en fait que ma stratégie allait changer. Et des fois on le fait pas forcément pour soi-même, mais je l'ai refait. Et en fait au dernier moment, après lui avoir donné les papiers, je suis retourné chez moi et je dis, à la base je devais acheter qu'en travaux. Là ce deuxième immeuble, il n'y a pas de travaux. Est-ce que ça modifie le choix de mon régime fiscal au début? J'ai refait mes calculs, et en fait oui. Le choix de régime fiscal que j'avais en premier, sur le premier bien qui était en travaux, étant donné que j'étais dans une stratégie uniquement travaux, le fait d'avoir acheté ça en travaux, maintenant, il faut faire très court, si je restais dans le choix de mon premier régime fiscal, j'allais perdre plus d'argent en impôts que si j'en changeais. Donc j'ai vite appelé Thomas, il venait d'envoyer les papiers, 2 jours près c'était foutu. Ah Thomas, changement de régime, on se met dans autre chose. Ça, si vous ne posez pas la question, même Thomas, je le paye, il est génial, etc., mais il ne peut pas prendre le temps de faire ça. C'est à vous de vous poser ces questions. Donc du coup, j'ai pris mon impôt, je gagne que par rapport à ça, mais j'ai évité de faire une connerie. Donc voilà, il y a eu ça, je vous trouve un autre exemple d'anticipation, dis-moi. Sur quel régime? En micro du coup. Pardon? Du coup, je ne l'avais pas encore fait. Il y avait les papiers qui étaient envoyés pour faire le régime. C'était pour le premier, mais le régime n'était pas encore souscrit, si tu veux. Oui, mais c'est sur le premier, tu as fait des travaux, là, tu as dit que c'était le deuxième et il était... Oui, mais dans le premier, j'ai fait les travaux, mais si tu veux, quand j'ai acheté mon deuxième, j'avais pas fini les travaux du premier. Donc, j'avais pas choisi le régime fiscal encore. Parce que ça s'est passé sur 10 mois, donc faut... Ouais, c'est pour ça. Si c'était sur 2 ans, oui, j'aurais pu choisir. Excusez-moi, je finis juste ce point, sinon ça va je vais plus savoir où j'en suis, et après, on passe aux questions. Je vous prends un autre exemple d'anticiper. Ça, ce que je vous ai donné, la taxe sur la plus-value, c'était quelque chose que j'avais anticipé. Projet. Premier immeuble que j'ai acheté. Mon but, c'était de faire des travaux sur 2 appartements et d'en revendre 2. Je vous
fait très court, je voulais le diviser, j'ai eu des tas de pépins qui fait que j'ai pas pu le diviser. Si vous avez regardé ma vidéo sur le premier investissement, vous le savez. Donc en gros, j'ai pas pu le diviser. Ma stratégie, acheter 7 immeubles. J'avais jamais été propriétaire de ma résidence principale. Acheter 7 immeubles, vendre 2 appartements, faire une plus-value sur ces 2 appartements, garder 2 appartements en location, et avec la plus-value dégagée des 2 appartements vendus, la réinvestir dans ma résidence principale, parce que je savais que je voulais acheter une résidence principale à Nice avant de quitter mon emploi. Donc du coup, je ne payais pas de plus-value dessus. Donc tout était calculé sur 3-4 opérations. Vraiment, tout était calculé. Ça s'est pas fait, ça a pris 6 mois de plus, finalement ça s'est pas fait. Bon, bah, j'ai changé de stratégie, j'ai fait autre chose. Mais voilà, c'est tout ça pour vous dire que si on pense, voilà, qu'est-ce que je veux faire? Je vais vendre. Quelle est la conséquence de ça? Quelle va être la conséquence sur mon prochain achat? Vous, le but, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, c'est pas de vous transformer en fiscaliste, c'est pas de vous transformer en banquier, c'est pas possible en 1 heure. Là, déjà, avec ces 4 cas, vous connaissez déjà énormément de choses. Le but du jeu, ce que moi, je peux pas faire à votre place, et du coup, c'est votre mission si vous l'acceptez, le but du jeu, vous, c'est de vous poser des questions. C'est quelque chose que je faisais avant quand je travaillais en gestion de patrimoine avec mes clients. Pendant 1 heure, je leur posais plein de questions pour connaître leur projet et être sûr de leur donner les bons conseils. Les comptables, les avocats, etc., ils ne prennent pas le temps parce qu'ils ne sont pas assez payés pour. Et c'est normal, sinon, malheureusement, ils ne gagneraient pas leur vie. Ils ne peuvent pas faire ça. Ils vont vous conseiller quelque chose, mais des fois, ce n'est pas forcément bien conseillé parce qu'ils ne connaissent pas tous vos projets. C'est à vous de vous poser cette question. Vous n'allez peut-être pas savoir quelles conséquences ça va avoir sur le régime fiscal, sur le crédit, mais c'est pas votre job. Vous, votre boulot, c'est de savoir qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas. Qu'est-ce que je veux acheter? Idéalement, combien de temps je veux le garder? Est-ce qu'a priori, je compte le revendre? Si oui, dans combien de temps? A priori, je dis a priori, qu'est-ce que je vais racheter derrière? Juste de l'immeuble, du garage, de l'appartement, de la résidence principale. Voilà. Qu'est-ce que je veux? Donner une feuille de route. Moi, j'ai un planning, si vous voulez, sur 6 mois, 1 an, 2 ans. Et je faisais ça, et ça changeait tout le temps. Mais le but, c'est de le changer à chaque fois. Qu'est-ce que je veux faire et anticiper? Ensuite, vous pouvez aller voir, donc moi-même, si je vous coche à ce moment-là, ou votre expert comptable, ou votre avocat, voilà, moi ce que je veux, c'est faire ça, 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 ça. Déjà, il va vous donner des conseils beaucoup plus précis, et vous lui faites gagner du temps. Au lieu de le payer 300 balles parce que vous lui avez pris 3 heures, vous le payez 100 €. Ça, c'est votre boulot de le faire, parce que personne ne le fera à votre place, et si vous ne le faites pas, malheureusement, bah, vous allez perdre énormément de temps, énormément d'argent. Je pense que ce que vous voulez, c'est d'être rentier le plus rapidement possible. Ok? Vous projetez un maximum. Du coup, j'anticipe une très très belle réussite à vous tous. Ça, c'est ce que j'anticipe moi pour moi. Maintenant, à vous de l'anticiper.